Bonjour, bienvenue à Rétromobile avec Olivier Valron qui m'aide à préparer cette émission. On avait décidé de consacrer cette rubrique à Rétromobile. Pourquoi ? Parce qu'on aime les voitures anciennes, parce qu'on aime la mécanique, et puis il y a des choses extrêmement intéressantes. Seulement voilà, l'actualité étant ce qu'elle est, et vous le savez aussi bien que moi, eh bien malheureusement, il y a ceci. Ou plutôt, ici, à Rétromobile, on expose cet étonnant char de la Deuxième Guerre mondiale, le monstre qui était la terreur des Alliés, qui est ce magnifique Panther, équipé de redoutables, on y reviendra, canons de 88. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on au char ? Parce que c'est de la technologie, parce qu'il y a des ennemis du char, et on le voit dans l'actualité, qui sont les obus et les missiles anti-chars. Donc on va traiter de cette partie de technologie, et vous allez voir, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, notre propos n'est pas un propos politique, c'est un propos de technicien, c'est de la très très belle technologie. D'abord, dès 1940, des obus à charge hautement explosive. Ils s'écrasent sur le blindage du char et ensuite explosent. Mais ils ne percent pas le blindage. Par contre, ils fragilisent le blindage et des morceaux sont projetés à l'intérieur. Ces engins ont été utilisés sous trois formes. La première avec des canons d'artillerie, la deuxième avec des chars chasseurs de chars, et puis la troisième sur des armes légères dites d'épaule. C'est le fameux RPG-7 ou encore bazooka. Ensuite, les perce-blindages à ailettes et à sabots. Des projectiles lancés à très grande vitesse, presque la vitesse du son pour avoir de l'énergie, et surtout dotés d'une pointe très dure en tungstène et en uranium appauvri. La fléchette perce le blindage, même sous de très grosses épaisseurs. Alors aujourd'hui, un char tel que nous avons à côté de nous est vulnérable aux flèches, il est vulnérable aux charges creuses, il est vulnérable aux obus et aux missiles. Et la fléchette est capable de traverser ? La fléchette, de par son aspect, de par sa puissance cinétique et sa dureté, va pénétrer le blindage de part en part, et en fait l'explosion se fait si la fléchette rencontre des munitions à l'intérieur du char. Et c'est le char en fait qui explose de lui-même. Et il y a les armes anti-charge beaucoup plus performantes, les explosifs dits hit comme chaleur, ou encore plus connus sous le nom de charge creuse. En effet, au moment de l'impact, ils mettent le feu à une poudre qui transforme du métal en poudre en un métal en fusion. Et c'est un véritable chalumeau qui perce le blindage. C'est redoutable. Voilà donc pour les principes. Reste donc la mise en œuvre. Toujours de trois façons. La première, avec des canons longue portée d'artillerie. La deuxième, sur des véhicules blindés, lorsque ce sont des lance-missiles. Et puis la troisième, peut-être la plus efficace pour la guérilla, c'est-à-dire portée à l'épaule. Et le plus connu étant historiquement le fameux RPG-7, appelé encore bazooka. Et en face, il y avait son équivalent, Alma. Aujourd'hui, on utilise le Javelin américain, une arme redoutable d'une portée de 4500 mètres, très efficace, parce que c'est je tire et j'oublie. Autrement dit, le missile, une fois qu'il a acquis sa cible, se dirige automatiquement vers elle. Et surtout, l'évite pour retomber sur le dessus du char, qui est la partie la plus vulnérable. Pour les combattants, en ville, il y a le NLAW, plus connu sous le nom de In Love par le président Zelensky, étant donné son efficacité. Très léger, seulement 12,5 kg, soit il atteint une cible mobile à 400 mètres, soit une cible fixe à 800 mètres. Face à ces menaces, quelle est la réponse des constructeurs de chars ? Donc la question que l'on peut se poser, est-ce qu'un engin comme celui-ci, c'était l'apothéose dans la Deuxième Guerre mondiale, est-il, j'oserais dire, bien armé contre les systèmes anti-chars ? Vous voyez, je vous résume, il y a tout de même
Il y a 15 cm de blindage, évidemment, à l'avant. Vous avez vu la forme inclinée, et puis sur le côté, qui est la partie la plus sensible, avec l'arrière. L'arrière et le train de roulement, très sensible, on a mis des tôles. Alors on peut se dire, les tôles, elles vont protéger de la mitraille. Ouais. Mais les engins perforants, c'est pas 1 cm de métal. En fait, c'est fait pour, vous l'avez vu, quand le projectile va arriver, évidemment, il va y avoir la déflagration, il va percer la plaque de métal, mais en fait, ça va casser l'énergie. Et donc, par exemple, pour le HIT, c'est-à-dire les engins chaleur, la chaleur dégagée, le métal en fusion, n'abîmera pas le train de roulement. Mais aujourd'hui, à la place des plaques, on installe des grilles. C'est la technique du blindage à cage. Le projectile ne touche pas le blindage, mais explose au contact de la grille. Par exemple, on le trouve sur les dernières générations de chars T-14 russes ou encore sur la partie arrière du char Léopard. Autre protection bien plus sophistiquée, le blindage actif. Il est composé de 3 parties. La première, le blindage classique. La deuxième, à quelques dizaines de centimètres devant ce blindage, un blindage dit flottant, constitué de plaques d'acier très légères d'environ 1 cm d'épaisseur. Et la troisième partie, la plus intéressante, entre les deux blindages, une charge d'explosifs en forme de millefeuille. Au moment de l'impact, le missile perce le premier blindage très léger, explose et met le feu à la charge d'explosifs dont le souffle repousse en quelque sorte vers l'avant le jet de métal en fusion. Ce système est utilisé, on le voit en ce moment, sur les chars russes T-72 dotés de plaquettes posées sur le blindage. Et quand on y pense, il faut avouer que c'est une merveille de technologie, puisque tout va se jouer au millième de seconde près. On tourne donc, vous voyez, rétro-mobile. Et là, il y a, bien sûr, on va y avoir des belles voitures, des artisans, des gens qui ont énormément de talent, qui ont, je dirais, de l'or entre les mains, hein, les carrossiers, les mécaniciens. Mais il y a des choses même étonnantes ici. Regardez, vous voyez, ça. En fait, c'est le premier véhicule automoteur. Avant, c'était les chevaux qui tiraient. Et on a remplacé le cheval par ce qu'on appelait le cheval vapeur. Autrement dit, vous avez bien vu, c'est ce qu'on appelle un fardier, parce que c'était fait pour les militaires, pour transporter non pas des hommes, mais le matériel. Ça roulait à 3-4 km/h, enfin, ça roulait tout de même, et c'était mu par la force de la vapeur. Donc il y avait forcément une chaudière à l'avant, enfin c'est une bouilloire, hein, avec un très mauvais rendement. Elle était située sur la roue motrice à l'avant, c'était la première traction avant. Et vous allez voir, la transmission de la force de la vapeur avec le système piston-bielle-manivelle n'était pas encore créée. Et on a utilisé ce que l'on savait faire en mécanique, c'est le mécanisme d'horlogerie. Vous vous souvenez, hein, les engrenages. Et là, c'est ce qu'on appelle un rochet. Et donc on avait, vous allez voir, le système qui marche par à-coups, mais ça fonctionnait. Seulement, il a servi à rien, ce fardier. Pourquoi ? Parce que les militaires n'y ont pas cru, et Napoléon n'y a pas cru, comme Napoléon n'a pas cru aux bateaux à vapeur. Et ce sont les Anglais les premiers qui ont fait les premiers bateaux à vapeur. Donc, place d'abord au fardier de Cugnot. Mais finalement, qu'est-ce que l'on aime à Rétromobile ? C'est le côté rétro-mobile. Évidemment, c'est-à-dire les voitures anciennes. Allez, de vous à moi. Qui se souvient des Darracq ? On est en 1900.
Qui se souvient également, vous voyez, là, c'est de Dion-Bouton, 1912. Mais finalement, ce que l'on aime, nous, les journalistes à Rétromobile, c'est de fouiner, de chercher. Et on trouve des choses tout de même étonnantes, où, je dirais, l'imagination a libre cours. Regardez, pendant un moment, on pensait utiliser, c'était le début de l'aviation, la propulsion par hélice, comme celle-ci aussi. Ça revient à la mode d'ailleurs aujourd'hui, vous l'avez vu, avec la tentative de faire des voitures volantes. Tiens, à propos de voitures volantes, regardez l'imagination, venez voir. Ça, c'est une voiture. En fait, une voiture pliée en deux. Vous voyez là, elle est repliée. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait être parachutée. Et ça, il n'y a que les Anglais pour inventer ça. Qui se souvient de cette magnifique Delahaye carrossée par Chaperon? On rêve. Qui se souvient de cette Bugatti? Qui se souvient de cette Hispano 1926? Ou encore, bien française, une Deutsche Bonnet, s'il vous plaît, de 1938. Ça, c'était le passé. Puis il y a le présent, le stand Renault. C'est le sol d'ailleurs, des constructeurs. On s'étonne que Peugeot ne soit pas là. Chez Renault, on joue le présent, on faisait un petit peu les 60. Il y a 50 ans, naissait la R5. Elle a révolutionné en quelque sorte le concept de l'automobile, comme l'a fait après la Twingo. Donc vous voyez, il y a 50 ans, vous voyez, avec cette couleur orange caractéristique, ça avait choqué à l'époque. La R5. Et puis, la version aujourd'hui, c'est la R5, revue et corrigée, électrique. Et ici, à Rétromobile, on trouve tout de même, j'avais dit des choses étonnantes, tenez, regardez. Le Tridim, on est en 1973, premier choc pétrolier. On cherche des solutions nouvelles, qu'on appelle la nouvelle mobilité. C'est-à-dire que c'était plus des trains, c'était plus des voitures, c'est plus des tramways, c'est plus des métros, c'est quelque chose d'autre. Des petits déplacements individuels. On était dans l'ère de l'aérotrain. Et donc Bertrand a fait cette petite cabine, venez voir, 4 places, sur coussin d'air, à cheval sur un rail hanté, sur lequel il y avait une crémaillère, et là-dessus, l'entraînement se faisait tout simplement. Alors on peut se dire, après tout, c'est génial, l'infrastructure est simple, est légère, il n'y avait pas encore l'informatique avec le téléphone pour pouvoir, à la demande, voir la petite cabine arriver. Seulement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'après 73, on a rouvert en grand les robinets du pétrole, l'essence a coulé à flot, et la voiture a tout envahi. Et là, exit, hélas, le Tridim. Sauf, saluons tout de même ceux qui ont passé 5 années à restaurer ce véhicule. Quand je vous disais qu'à Rétromobile, on peut tout acheter, on trouve de tout, regardez, le must, c'est d'acheter une pompe à essence qui est entièrement restaurée, c'est-à-dire fonctionnelle, et puis vous la mettez dans votre salon, croyez-moi, ça décore bien. Et puis, puisque c'est le printemps, profitons de ce paradis des collectionneurs, avec de très vieilles voitures. Regardez, camionnette Peugeot 301 1932, c'est celle d'un fleuriste de talent, Laurent Laplace.